Nous avons déjà vu ici sur la chaîne le programme de modernisation nucléaire des États-Unis et la situation actuelle de leur arsenal nucléaire. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler du programme nucléaire russe et de ses projets de modernisation. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez, de laisser un like et de vous abonner aussi à nos autres réseaux pour rester au courant des nouveautés de la chaîne, que ce soit sur Instagram ou sur Telegram. Je m'appelle Guilherme Pétat et voici la chaîne Géopolitique Mondiale. Que vous aimiez ou non la Russie, vous devez comprendre que le statut de la Russie en tant que grande puissance depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui est une variable de l'équation de la géopolitique mondiale. Il est tout simplement impossible d'envisager un scénario international sans que la Russie y joue un rôle. Et cela s'explique en partie par sa structure nucléaire. Rien qu'en comptant les ogives nucléaires déployées, les Russes occupent déjà la première place. Tout d'abord, il est essentiel de dire que pendant de nombreuses années après la chute de l'Union soviétique, la Fédération de Russie avait une vision très différente de ses armes nucléaires par rapport aux États-Unis, car pendant un certain temps, les Américains ne se sont pas retrouvés face à des défis militaires. À l'époque, cela a réduit le rôle que les armes nucléaires jouaient habituellement dans leur doctrine militaire. D'un autre côté, les Russes revivaient le cauchemar des années 1900 et 90, et ils comprenaient une réalité très différente de celle de l'Occident, où sans de telles armes, ils auraient probablement été envahis ou anéantis. Les nouvelles forces armées russes n'étaient qu'une ombre rongée de l'ancien et fière armée soviétique. L'économie était au bord du désastre et une partie du complexe militaro-industriel se trouvait désormais dans des pays étrangers, qui, pour aggraver les choses, seraient engloutis par l'OTAN au cours des 2 décennies suivantes. C'est pourquoi les dirigeants moscovites considéraient les armes nucléaires comme leur seul moyen de dissuasion stratégique efficace contre les États de l'OTAN. Le maréchal Sergueïev a été ministre de la Défense à partir de 1997 et, avant cela, il a occupé le poste de chef des forces de missiles stratégiques. Normalement, lorsqu'un officier militaire atteint un poste de haut rang comme ministre de la Défense ou chef d'état-major, on s'attend à ce qu'il mette de côté ses relations personnelles et se concentre sur des questions plus larges, pour ainsi dire. Mais Sergueïev a consacré son mandat à prendre soin de son ancienne équipe, veillant à ce que les ressources d'acquisition extrêmement limitées soient allouées au maintien ou à la modernisation des forces de missiles. Ainsi, même si le reste de l'armée russe était sous-équipé, démoralisé et gangrené par la corruption dans les années 90, les forces de missiles stratégiques de la Russie ont réussi à maintenir leur niveau fonctionnel avec une excellence dans les niveaux de préparation. Mais après l'arrivée au pouvoir de Poutine, à partir des années 2000, les ressources économiques ont commencé à augmenter considérablement, ce qui a permis d'inclure d'énormes efforts de modernisation des forces armées, en particulier du programme nucléaire. Et cela s'est traduit par le fait que la Russie possède l'un des arsenaux nucléaires les plus diversifiés et les plus étendus du monde. Selon la Fédération des scientifiques américains, en tenant compte des ogives déployées ou en réserve, mais en excluant celles qui ont été complètement désactivées ou qui attendent d'être démantelées, la Russie disposerait d'environ 321 lanceurs de missiles balistiques intercontinentaux, avec environ 834 ogives déjà déployées, dont environ la moitié de ces lanceurs fait partie du système mobile IAR. En mer, les Russes disposent de 11 sous-marins nucléaires capables de lancer des missiles balistiques lancés depuis un sous-marin, c'est-à-dire des missiles balistiques lancés depuis des sous-marins. Et ils disposent encore d'un stock d'armes nucléaires pour leur aviation stratégique et tactique, ainsi que de missiles pour une variété d'autres forces, y compris la défense aérienne. En théorie, il existe des torpilles nucléaires, des armes anti-sous-marines nucléaires, des missiles anti-navires nucléaires et des missiles antibalistiques nucléaires, qui seraient des missiles nucléaires destinés à abattre d'autres missiles nucléaires provenant d'éventuels agresseurs. Et aujourd'hui, on estime que la Russie possède 1816 ogives prêtes à l'emploi immédiat, 2815 en réserve et 1400 retirées du service. En termes politiques,
La doctrine nucléaire russe est assez claire sur ses limites, sur les moments où elle utilisera ou non des armes nucléaires, celles-ci existant pour répondre à ce que la direction russe considère comme des menaces existentielles pour la Fédération de Russie, c'est-à-dire des attaques pouvant détruire la capacité de la Russie à riposter, à exister, ou des attaques utilisant des armes de destruction massive. Ce programme nucléaire russe a été conçu en vue, en fait, d'une guerre nucléaire adaptée à partir de la pensée soviétique. Les armes de niveau tactique sont présentes en grand nombre et il existe des versions adaptées à chaque situation de niveau tactique que l'on puisse imaginer, que ce soit pour chasser des sous-marins ou faire exploser un espace aérien où l'on soupçonne la présence d'un avion furtif au radar. C'est très intéressant parce que, alors qu'on a vu qu'il y a une relative pénurie de matériel pour les combats conventionnels dans la guerre en Ukraine parmi les troupes russes, avec des soldats qui n'ont pas de viseur optique ou leurs chars et chasseurs de nouvelle génération restant à l'arrière, loin du front, d'un autre côté, on a un grand nombre de bombes nucléaires tactiques pour l'aviation. Et des sources comme la Hand Corporation ou la Fédération des scientifiques américains, ou même d'autres think tanks et même des rapports d'agences d'État de pays occidentaux, indiquent très clairement que la capacité nucléaire russe est très efficace et se situe à des niveaux de très haute capacité opérationnelle. Contrairement aux personnes anti-Russie qui répètent sans cesse que les capacités nucléaires russes pourraient ne pas être efficaces ou fonctionnelles, soit parce que les armes nucléaires ne fonctionneraient pas, soit parce qu'il y aurait des problèmes dans le système de livraison ou avec la fonctionnalité des ogives. Donc, clarifions bien les choses, même s'ils disent cela et le répètent souvent. Il n'y a soyons très clairs, il n'y a absolument aucune preuve, aucun indice, aucun soupçon, ni même le moindre signe qui atteste cette théorie selon laquelle la capacité de guerre nucléaire de la Russie ne serait pas fonctionnelle. Tous les rapports des agences de renseignement privées et gouvernementales indiquent que le système de guerre nucléaire de la Russie est tout à fait efficace et opérationnel. Cela s'explique par la raison que j'ai mentionnée. Le programme nucléaire russe a été le seul système maintenu comme prioritaire par Moscou, même pendant les terribles années 1990, alors que les forces de conventionnel étaient en train de se désintégrer et de se cannibaliser, le programme nucléaire, lui, ne l'était pas. Les sources qui théorisent cette prétendue situation de calamité du programme nucléaire russe sont des youtubeurs sans aucune connaissance technique, que ce soit en programme nucléaire, en géopolitique, en doctrine russe, en défense et sécurité, ou dans tout autre domaine lié à cela, et non les principales agences de renseignement et think tanks du monde qui utilisent de véritables sources. Donc, des affirmations de ce genre, sans preuve irréfutable, doivent être purement et simplement ignorées. Bien qu'il existe des cas documentés d'explosions et d'accidents sur des sous-marins ou des témoignages d'anciens officiers de missiles nucléaires décrivant des missiles arrivant sur les silos dans des conditions non opérationnelles, ce sont des récits qui soit n'ont pas été vérifiés, et je dois admettre qu'il serait en fait impossible de les vérifier, soit ont été démentis par des officiers du renseignement, des propres gouvernements occidentaux, ou du moins dont l'impact a été minimisé car tout simplement, lorsqu'on dispose d'une force de plusieurs milliers d'ogives, il y a une grande différence entre une partie de la force qui n'est pas défectueuse et la majorité ou l'ensemble de la force qui ne serait pas fonctionnelle en permanence, et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, la situation des installations nucléaires américaines est à un niveau critique, et cela est dûment prouvé par la documentation. C'est pourquoi, même si l'on suppose que 50% de la capacité nucléaire russe soit hors d'état de fonctionner, et croyez-moi, on n'atteindra probablement même pas un chiffre aussi élevé, il resterait encore 900 ogives nucléaires opérationnelles capables d'anéantir la majeure partie des infrastructures des pays de l'OTAN. Et rappelez-vous, comme je l'ai dit, 50% est un chiffre très optimiste, même pour les analystes les plus anti-russes et pro-occidentaux. Historiquement, l'Union soviétique a atteint un pic de 40 000 ogives en 1986. Cela signifie que si la Russie essaie de maintenir seulement 10% de cela, nous aurions encore un nombre absurde d'ogives nucléaires.
Donc ce n'est pas quelque chose à sous-estimer, car comme je l'ai dit, cela a été la priorité des forces armées russes, et même si vous argumentez qu'il est devenu évident que les forces armées russes n'étaient aussi efficaces qu'on le pensait, parce que la guerre en Ukraine a clairement montré qu'il y a des problèmes de corruption, d'organisation et de coordination qui affectent la capacité effective de la Russie à faire la guerre. Il faut tout de même admettre qu'elles ont encore été capables et fonctionnelles pour maintenir les opérations défensives et mener des opérations de contre-attaque. En termes de production et de maintenance des ogives, la situation russe peut, ironiquement, être moins préoccupante que celle des ogives américaines. Et la raison en étant que la capacité de production soviétique était tellement exagérément grande dans le domaine nucléaire que même si cette capacité de production a diminué, elle resterait encore énorme. D'un autre côté, il y a un problème sérieux pour les Russes. Dans la vidéo précédente, j'ai mentionné comment les estimations varient quant à la durée pendant laquelle les sphères de plutonium dans une arme nucléaire américaine dureraient avant d'être remplacées. Donc on accepte quelque chose autour de 80 ans. Mais selon Oleg Boukharine, du Bulletin des scientifiques atomiques, la durée de vie moyenne d'une sphère de plutonium nucléaire soviétique était comprise entre 10 et 15 ans, et d'autres sources le confirment également. Au plus fort de la guerre froide, on estime que les soviétiques étaient capables de réaliser 14 000 opérations sur des ogives par an, ce qui comprenait la fabrication de 4 000 nouvelles ogives, le démantèlement de 4 000 anciennes ogives, les opérations restantes étant liées à l'extension de la durée de vie et à la maintenance des ogives déjà existantes. Et quelque temps après la fin de la guerre froide, cela aurait été réduit de façon drastique. Cependant, et ce cependant est important, cela s'est été réduit, mais cela ne s'est pas arrêté, comme cela a été le cas pour les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Nous avons 4 installations de production importantes d'ogives soviétiques qui, jusqu'en 2005, ont réduit leur personnel de 30 000 employés à environ 8 000. C'est une réduction énorme, mais cela reste tout de même un pôle de production incroyablement grand. Et la mauvaise nouvelle pour l'Occident, c'est que plusieurs sources gouvernementales américaines affirment que la Russie dispose d'une ligne de production d'ogives actives, ce qui signifie qu'ils produisent de nouvelles ogives. Donc même si beaucoup d'armes nucléaires russes sont anciennes, beaucoup d'entre elles sont probablement relativement récentes. Et en réalité, s'il y a de sérieux problèmes dans les forces stratégiques russes, ils ne seront pas liés à la production d'ogives ou de matières fissiles, mais plutôt aux essais, car même si la Russie a retiré sa ratification du traité d'interdiction des essais, elle n'a toujours pas testé aucune de ses anciennes ogives. Et tout aussi importante que les ogives est la question des dispositifs de livraison des ogives. Et ici, le cas russe est intéressant, car la télévision d'État russe montre fréquemment le nouveau missile balistique intercontinental lourd, le Sarmat, qui a été conçu pour remplacer le stock des anciens R-36 Voyevoda soviétiques. Au sein de l'OTAN, ils sont connus sous le nom de SS-18, le Satan. Les R-36 avaient un problème. Il était fabriqué et entretenu en Ukraine qui maintenant, pour des raisons évidentes, ne les fabrique plus. Et la Russie a désespérément essayé de le remplacer. Le Sarmat est un énorme missile de 200 tonnes avec un grand nombre de véhicules de rentrée à son bord. Mais il a rencontré des problèmes lors des essais, et les 3 tests prévus pour 2021 n'ont jamais eu lieu. Et en avril 2022, lorsqu'il y a enfin eu un essai réussi, le gouvernement russe a annoncé qu'il y aurait 3 autres essais, la même année. Cependant, ils ont tous été annulés. Et en février 2023, des sources occidentales ont affirmé qu'il y avait eu un autre essai raté du missile Sarmat. Ainsi, alors que l'ancien R-36 a été testé avec succès des dizaines de fois avant d'être mis en service, le Sarmat ne l'a pas été. Probablement, le grand problème russe, à ce qu'il semble, ne réside pas dans la qualité de ces ogives, comme cela a été faussement rapporté, mais dans l'efficacité des nouveaux missiles qui apparaîtront dans un avenir proche. Une partie de ce problème est la même que celle qui touche le programme spatial russe, à savoir la démographie. L'agence spatiale russe et la production de missiles balistiques
ont du mal à remplacer les ingénieurs et les scientifiques, car une grande partie des équipes était composée de personnes qui travaillaient déjà à l'époque soviétique et qui prennent leur retraite chaque année sans être remplacées par de jeunes ingénieurs et scientifiques dans la même proportion. Cela a eu pour conséquence une diminution du taux de tests de missiles nucléaires russes au cours de la dernière décennie. Ce fait peut effectivement susciter des doutes quant à la capacité d'au moins certains des systèmes de livraison nucléaire de la Russie, mais seulement de certains et non de tous. Parce que la majeure partie de la modernisation des missiles balistiques intercontinentaux russes s'est concentrée sur le RS-24 Yars, qui est essentiellement une version à véhicule de rentrées multiples indépendants de l'ancien Topol-M. Cela marque des points car il s'agit essentiellement d'un dérivé d'un ancien système qui a fait ses preuves et qui a été testé en continu depuis 2007. D'ici la fin de 2024, on s'attend à ce que tous les Topol-M aient été remplacés par ce nouveau système. De la même manière, la Russie modernise sa flotte de sous-marins lanceurs de missiles balistiques avec un nouveau design. Les sous-marins ont été conçus dans les années 1990, le premier ayant été mis en service en 2013. Chacun est capable de transporter 16 des nouveaux missiles Bulava, avec 6 ogives par missile. Nous avons vu les sous-marins partir en mer pour effectuer des patrouilles et nous avons déjà observé des essais avec le missile Bulava. Et nous ne pouvons pas oublier les bombardiers stratégiques TOU-160 dont la production sera relancée. Autrement dit, la Russie choisit de relancer la production d'un ancien projet au lieu d'en créer un nouveau. Économiquement, cela a plus de sens étant donné la situation économique de la Russie sous sanctions et embargo qui, bien qu'ils ne causent pas les dommages attendus par l'Occident, causent tout de même certains dégâts, surtout à long terme et dans les domaines liés à la technologie. Ainsi, les Russes choisissent d'évoluer dans un environnement sûr avec des projets militaires déjà connus et efficaces, plutôt que de se lancer dans de nouveaux projets qui pourraient bien coûter des centaines de milliards de dollars sans donner le résultat escompté. Il y a aussi l'ensemble des systèmes à double usage, qui sont principalement des armes destinées à des missions conventionnelles, bien qu'elles puissent également être équipées d'ogives nucléaires. L'un d'eux est l'Iskander, que nous avons déjà vu plusieurs fois en Ukraine et qui s'est révélé très efficace. Bien sûr, il existe encore certains modèles considérés comme innovants, mais dont nous ne pouvons pas être sûrs, comme le Poséidon, qui serait supposément une torpille nucléaire non habitée à longue portée, alimentée par l'énergie nucléaire et dotée d'une ogive nucléaire. Il aurait apparemment été conçu pour voyager en profondeur et à grande vitesse, trouver son chemin jusqu'à un port ennemi, puis exploser, détruisant tout ce qui se trouve dans ce port. Et un autre exemple exotique est le Bourevnitsky, qui est un missile de croisière propulsé par l'énergie nucléaire. La Russie a pris quelque chose d'assez ordinaire, un missile de croisière avec une ogive nucléaire, et l'a considérablement agrandi afin de pouvoir y installer un système de propulsion nucléaire et lui donner en théorie une portée pratiquement illimitée. Ainsi, en résumé, on peut constater que, contrairement à leurs forces armées régulières, qui ont montré des lacunes et de sérieux problèmes sur le plan nucléaire, les Russes sont pour l'instant dans une position plus confortable que celle des États-Unis. C'est pourquoi la situation qu'ils ont observée en Ukraine ne doit pas être transposée au contexte nucléaire, car il s'agit de choses différentes avec des priorités différentes. Et même si elles étaient identiques, il est important de noter que, même avec des lacunes et des erreurs, ils ont réussi à atteindre les objectifs sur lesquels ils se sont concentrés après leur réorganisation et leur retrait de l'encerclement de Kiev au début du conflit. Poutine, en 2018, a mentionné comment les efforts de défense des États-Unis se sont concentrés sur le développement de systèmes antimissiles. Il a dit que si nous ne faisons rien, cela entraînera finalement la dévalorisation complète du potentiel nucléaire de la Russie, signifiant que tous nos missiles pourraient simplement être interceptés. Il a ensuite déclaré que les États-Unis développaient principalement des défenses antimissiles pour faire face à des cibles sur des trajectoires balistiques. Ce que la Russie ferait alors, ce serait de développer des armes nucléaires qui ne suivent pas une trajectoire balistique afin de contourner ces défenses.
Et en effet, cela peut être observé dans les programmes en développement par le département de la Défense des États-Unis, y compris parmi ces projets le futur développement d'armes laser, que j'ai déjà mentionné ici sur la chaîne, qui en sont encore au stade de prototype, mais qui, si elles deviennent efficaces, bouleverseront complètement le scénario géopolitique. Cependant, qu'il s'agisse de boucliers antimissiles ou même d'un supposé futur système laser, il ne serait pas utilisable contre les drones sous-marins, par exemple, ni contre de nouveaux dispositifs qui ne suivent pas de trajectoire balistique. Et même en ignorant cela, il est important de souligner que les défenses antimissiles des États-Unis n'existent pas en quantité suffisante pour intercepter tous les missiles russes. Jusqu'en 2021, les Américains ne disposaient que de 41 intercepteurs basés au sol destinés à défendre le territoire continental des États-Unis contre les menaces balistiques. Cependant, un seul intercepteur basé au sol peut n'avoir qu'un taux de réussite de seulement 55%. Ainsi, tout l'inventaire de ces dispositifs aux États-Unis pourrait arrêter moins de 10% des missiles balistiques intercontinentaux que possède la Russie. Et encore une fois, en ignorant ces ogives basées sur d'autres mécanismes qui ne peuvent pas être interceptés. Merci à tous, dans la prochaine vidéo nous allons voir le programme nucléaire chinois. J'espère que cela vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tout le monde que vous connaissez et de vous abonner à nos autres réseaux sur Instagram et Telegram pour rester au courant des nouveautés de la chaîne. À bientôt et à la prochaine vidéo.